La population issue de la partie sud-est de l'île vit dans l'inquiétude actuellement car 4 tonnes de riz semences ont été répandues sur le marché alors qu'il s'avère difficile d'établir une différence entre le riz semence et le riz consommable. Des responsables auprès du ministère de l'Agriculture ont tenu à rappeler ce jour que la consommation de riz semence, même lavée plusieurs fois, est nocive à la santé. Ils ont alors porté à la connaissance du public que les semences contiennent des produits chimiques pour préserver le riz des insectes et garder le taux d'humidité à 14%. Le ministère de l'Agriculture a admis qu'effectivement, une quantité de riz semences était destinée à venir en aide aux paysans de cette partie de l'île. Cette quantité a quitté la capitale le 13 décembre dernier et un responsable auprès du Parlement de la Transition a assuré sa distribution et son acheminement. Cette semence a pourtant été pilée et mise sur le marché. À cet effet, les habitants risquent d'en consommer. Outre cela, les responsables auprès du ministère de l'Agriculture ont continué que pour la quantité, le ministère n'a émis que 4 tonnes de semences pour cette partie de l'île. L'on sait toutefois que l'on a besoin de 6 kilos de semences pour assurer la production risicole sur 1 hectare si l'on pratique le système risicole intensif. L'on a toutefois besoin de 50 à 80 kilos de semences si l'on utilise la culture traditionnelle. Rappelant que les enquêtes sont en cours actuellement au sujet de ceux qui sont impliqués dans la mise en vente pour consommation de cette quantité de semences sur le marché. Face au retard de paiement du salaire des enseignants FRAM, une rencontre de ces enseignants avec les responsables auprès du ministère de l'Éducation nationale s'est tenue ce jour dans les locaux du ministère à Anoussi. Une occasion pour le ministère de rappeler une fois de plus que des mesures ont été prises et le paiement de l'heure due ne se fera plus attendre longtemps, rappelant que ces enseignants FRAM contribuent massivement à l'enseignement à Madagascar car la majorité du corps enseignant au sein des écoles publiques de l'île sont constitués par ces enseignants FRAM. Ils n'ont pas reçu leurs 4 mois de salaire depuis le mois de septembre. Un enseignant FRAM perçoit 100 000 ariars tous les mois et il compte environ 40 000 enseignants dans tout Madagascar. Malgré cette situation, toutefois, ces enseignants ont poursuivi leurs activités et l'enseignement n'a pas été suspendu. Les bulletins scolaires ont été distribués. Durant quelques jours sans interruption, une série de rencontres a eu lieu entre l'UDR Changement et le team à l'hôtel Le Insambo Manamboul. Pour ce qui est d'aujourd'hui, les discussions ont tenu 4 heures. Aucune information n'a été émise quant aux fruits de l'entrevue. L'accès à l'intérieur des locaux était interdit à la presse. Toutefois, l'on a pu constater la présence de têtes connues telles Ribouza Julien de la Vie, Randivasan Théodore, président national de Matsil, Zafmil Constance du leader Fanil et Erasu Amajmak du parti Tanura Malagasfoun, constituant l'UDR Changement. L'ex-député Mamja Koutoarvel, Yves Mera Koutoarsou, Rina Andjiamandav, président du parti Jeune Team, l'ex-sénateur Roland Ravatmang ont constitué pour leur parti Madagascar. Malgré l'absence de rapport officiel à l'issue de la négociation, des compromis ont été trouvés quant à l'intégration de ces partisans de l'ancien président Marc Ravalman dans les différentes institutions de la transition. Interrogé par la presse, aucun des participants n'a voulu émettre son point de vue, à part Erasu Amajmak, président du parti Tanura Malagasfoun de la région d'Analamang. Après les investigations effectuées par nos journalistes, il a été connu que l'ouverture de la composition des institutions ainsi que l'intégration de ces anciens partisans de l'ex-chef d'État dans la composition du gouvernement d'union nationale figuraient parmi les points qui ont été discutés durant cette rencontre. Plusieurs questions se posent actuellement, comme le poste qui sera accordé à ces derniers ou encore quelles sont les conditions qui ont été retenues à l'unanimité durant la rencontre. Est-ce que le team se disloquerait en 2 blocs au sein du Congrès, entre autres le team Jaajnev et le team Javalman. Mais la question qui se pose encore également est de savoir quel serait le point de vue des leaders des anciennes mouvances, à savoir Ratzirak ou encore Zafi Albert.
Plus d'une vingtaine de salles de réception et de grands restaurants de la capitale proposent aux noctambules diverses formules pour le réveillon de fin d'année. D'après une enquête que nous avons menée, la clientèle serait exigeante sur la qualité de l'animation avant de faire une réservation. Mais les soirées réveillons animées par des orchestres seraient à la mode actuellement. L'Atlantis, situé à Ndounoun Bay, propose par exemple ce genre de soirée pour la nuit du Saint-Sylvestre. Au courant de cette tendance, les responsables préparent déjà une animation live avec un répertoire très diversifié. Côté organisationnel, la maison a fait des investissements en matériel de sonorisation et de lumière pour les fins d'année. Mais d'après le premier responsable de ce grand restaurant, la préparation du menu à proposer aux clients constitue un énorme investissement dans l'organisation des soirées de réveillon. Et la maison doit assurer dans ce domaine, car en général, le genre de clients des soirées de réveillon du Tana s'attendent à ce que la nourriture soit de très haute gamme, comme les dindes, le magret de canard, les foie gras ou encore les langoustes. À l'occasion des grandes fêtes comme le Réveillon ou le Nouvel An, les boissons alcoolisées coulent à flot, que ce soit dans les soirées, grandes ou petites, ou encore dans les fêtes familiales et les rendez-vous nocturnes. La prudence est toutefois de mise, car cela pourrait virer au cauchemar s'il n'y a plus aucune limite. L'abus d'alcool pourrait en effet mettre une personne dans un état de coma éthylique. Or, selon ce médecin spécialiste en alcoolologie, beaucoup de gens confondent souvent le coma éthylique à l'état d'ivresse avancée, alors que ce genre de coma peut tuer rapidement, s'il n'est pas hospitalisé de suite. On dit qu'une personne est tombée dans un état de coma éthylique quand on la réveille et il n'y a pas de réponse stimulus extérieure. Donc il faut faire attention pour l'entourage. Il faut apporter le malade à l'hôpital parce qu'il y a risque d'irréversibilité du coma. Selon le bilan de la HIRA, lors de la dernière célébration de la fête de Noël, pas moins de 10 personnes ont été hospitalisées d'urgence au sein du service de réanimation et de toxicologie des suites de coma éthylique. Un bilan qui laisse à réfléchir. Dans tous les cas, l'alcool doit toujours être consommé avec modération, fête ou pas. Le trafic illicite de bois de rose a fait couler beaucoup d'encre durant cette année 2010 à Madagascar. De nombreuses saisies ont été d'ailleurs effectuées durant toute l'année dans plusieurs régions de l'île. Face à cela, l'État a pris une importante décision, celle de la suspension des exploitations et exportations de bois de rose, et ce dans un but précis pour mieux maîtriser l'exploitation de ce bois précieux et de le rentabiliser au bénéfice de la caisse de l'État, mais surtout de mettre un terme au pillage de nos ressources naturelles. Depuis, des arrestations ont eu lieu. Selon le rapport du ministère de l'Environnement, 64 tonnes de bois de rose ou 5000 rodins de bois de rose ont été saisis durant cette année qui va s'écouler. Quelques 225 personnes ont été arrêtées et sont déjà remises à la justice. Du fait de cette suspension, le bois de rose n'a pu donc faire entrer de l'argent à l'État durant les 6 derniers mois de cette année. Selon le ministre de l'Environnement, le général Ravé Lorson Erland, il revient au ministère de la Justice de fixer le montant des amendes à demander aux exportateurs illicites arrêtés. Il appartient également à la justice de trancher sur la question relative à la publication de la liste de ces exploitations illégaux. La journée d'aujourd'hui était consacrée à la remise de divers cadeaux de fin d'année au personnel du ministère de l'Environnement, si à Nansan. Ce fut aussi l'occasion pour le ministre de tutelle de dresser un bref bilan des activités de son département effectuées au cours de cette année 2010. Notre objectif de cette année 2010 a été simplement de mettre en place une bonne gouvernance forestière. C'était le cas donc pour nous de mieux contrôler, de mieux renforcer le contrôle des systèmes forestiers à travers la maîtrise des circulations de nos bois précieux. C'est ainsi qu'on a pu, ma foi, cette année saisir plus de 5000 rondins de bois de rose, plus de 64 tonnes, plus de 250 personnes appréhendées et déférées devant la justice. Il était également question pour nous d'atteindre l'objectif de Durban, qui est de porter à 6 millions d'hectares la superficie des aires protégées.
Là, on est à 5 400 000, il reste donc 600 hectares à faire. Il est également question d'attaquer au phénomène de feu de brousse, feu de végétation. Et on a mis en place le système d'angle qui consistait pour nous à ce que la gendarmerie et les agents des forêts travaillent main dans la main pour ce fléau. Et actuellement, on est en train d'attaquer le problème de reboisement. Et cette année, il est question de faire un reboisement à grande superficie et un reboisement mécanisé. Il est question également d'opter pour une espèce à croissance rapide, et c'est le cas qu'on vient de faire à Antirabé. Ma foi, il est également question de finaliser le cadre juridique se rapportant à l'environnement. Je parle donc de la charte et du code. Il est également question de finaliser tous les aspects juridiques concernant la gestion des forêts et de tout ce qui est environnement en général.